est-ce que le SEO est réellement mort en 2026? Et c'est vraiment la question que j'avais envie de poser à Nelly. Alors Nelly est aujourd'hui autrice chez Vuber, donc SEO devenait incontournable sur le web. Nelly, bonjour, bienvenue sur ce podcast Vuber. Merci beaucoup de m'accueillir, très Je très t'en prie. contente et je vois qu'effectivement nous avons un objet de grande valeur chacun entre les Et main. la couve est très très belle et ça fait peut-être un peu penser au Mexique, là, non? Tu as été inspiré par... parce que... Un peu. C'était un sujet avec Vuber justement. Moi, j'utilise beaucoup les vagues un peu comme ça dans mon univers graphique. Et comme la plupart du livre, on le verra un peu ensemble, parle de l'univers de marque, du branding, etc. C'était important pour moi qu'on puisse trouver un point central qui puisse correspondre à la fois à Vuber avec leurs obligations en tant qu'éditeur Ouais, et à moi avec mon design et mon graphisme pour qu'on puisse me reconnaître aussi sur ouais, cette bien coupe. sûr. Ouais. Bon voilà, tout ça pour dire que Nelly est actuellement au Mexique. Tu y vis toute l'année ou tu fais juste un peu de digital Non, nomadisme? je suis là toute l'année et je reviens en France pour donner des conférences, pour des lancements de livres, par exemple, des choses comme ça. Mais sinon, je suis au Mexique. Ok, top. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que ce fameux SEO est complètement mort aujourd'hui en 2026? Comme ça, de but en blanc, je te réponds à la question. Oh, Oui. non, il n'est pas mort. Il est pas mort, il est pas enterré. Depuis le début de Google, on annonce la fin du SEO quand il y a eu les arrivées de l'option vocale, quand il y a eu plein d'évolutions comme ça. On a toujours crié au scandale et à la mort du SEO. Non, il évolue, il bouge, il change un peu de forme, il sort du site internet. On ne fait plus seulement du SEO sur le site, on pousse les barrières et on va voir ce qui se passe aussi ailleurs. Mais le SEO est toujours vivant et bien vivant. Ok, alors dans ton livre, tu imagines une Marie Tartine qui a un site magnifique, un blog qu'elle alimente très régulièrement. Elle voit d'ailleurs son trafic augmenter de mois en mois. Malgré tout, son chiffre d'affaires, lui, reste en berne. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette fameuse Marie, comment tu l'appelles? Marie Marie Tartine. Marie Tartine qui est la concurrente évidemment de Jean Gratin. Ce qui se passe, c'est que notre chère Marie Tartine, elle a fait un super travail sur son site internet. Donc, Ouais. comme tu l'as dit, hein, elle a bien mis en place des articles de blog, elle a une super technique, etc. Le problème, c'est que plus personne ne cherche directement sur Google. On a 60% des recherches qui ne mènent plus à aucun clic. Donc, si tu te concentres uniquement sur ton site internet, tu pars déjà à moitié perdant. Et encore, les AI Overview n'ont pas été complètement déployés en France. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est présente partout dans le monde. Donc, pour ceux qui sont pas très au fait, les AI Overview, c'est les petits extraits qui sont justement propulsés par l'IA, par Google, avant les liens bleus pour lesquels on a l'habitude de faire des recherches et sur lesquels on clique habituellement. Et les recherches, elles ont énormément changé en fait. Donc, comme tu l'as montré avec l'exemple en introduction, on ne passe plus forcément par Google. On va faire une recherche via ChatGPT, via Claude, via Perplexity ou peu importe, ou bien directement sur TikTok, sur Amazon, sur Instagram. Donc, notre Marie Tartine, elle a fait très bien son travail, mais sur un petit fragment de ce qu'il faut Faire quoi. travailler maintenant et optimiser maintenant. Donc, on l'encourage à continuer comme ça, mais on l'encourage aussi à aller un peu plus loin. Ok, alors quand tu parles de 60%, on est d'accord, donc c'est un internaute qui arrive sur Google, qui va taper une requête, donc globalement 6 sur 10, 6 recherches sur 10 ne généreront pas de clics, parce qu'on a la réponse directement dans les résultats de Google, c'est ça, ouais, C'est ça, ok, exactement. Donc, ça peut être soit avec les AI Overview, soit avec, par exemple, une carte, ou bien avec ce qu'on appelle un knowledge graph. Quand tu tapes Pierre Ninet, eh ben, ouais, tu vas recevoir la photo de Pierre Ninet avec ses derniers films, son âge, sa taille, etc. Bon, quand tu cherchais juste sa date de naissance, tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour avoir l'information. Et donc ça, tu repars content parce que tu as eu ton info, mais par contre, tu n'as donné de trafic à personne d'autre qu'à Google ouais, parce qu'il t'a mis la réponse sous les yeux directement. C'est ouais. ça qu'on Ouais, adresse alors quand on parle de zéro clic. l'exemple très clair, je cherche la météo, bah,
quelle est la météo au Mexique, là, boum, j'ai mes résultats. Du coup, Ouais. je suis content, hop, je repars et j'ai pas généré de clics. Et aujourd'hui, avec les fameux AI Overview, donc on va avoir un comportement qui est, quasi strictement le même que sur une IA. C'est-à-dire qu'on aura directement la réponse dans les résultats de Google. Le clic va être encore moins, important que par le passé. Alors c'est vrai que nous, en France, on n'a pas encore ces AI Overview. Est-ce que tu as constaté, une incidence sur le taux de clic depuis l'apparition de ces AI Overview chez tes clients? Ouais, 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 bien sûr. Alors, il y a plusieurs études, qui sont, diverses et qui ont des résultats différents, mais dans tous les cas, on remarque qu'il y a une chute du taux de clic. En général, on s'accorde à peu près, à 30. Alors Google se défend en disant que grâce à l'IA et cetera, les clics sont plus qualifiés. Ça dépend des industries, ça reste à prouver, et cetera. Mais effectivement, entre le fait qu'il y ait plus de clics et le fait qu'on ne passe plus uniquement par Google, mais aussi par d'autres plateformes, le trafic sur les sites internet baisse énormément. Et puis, comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir les AI overview, mais quand on va chercher la météo ou bien le résultat en direct d'un match de foot ou des choses comme ça, c'est directement dans Google. Et ça, vous y avez aussi accès en France Ouais. depuis un petit moment. Ouais, parce que ça, on appelait ça déjà, les no click searches. C'est quelque chose qui, existait d'ailleurs avant l'apparition, des IA et qui s'est encore accéléré avec, bien évidemment, notamment ces, fameux AI, overview. Alors quand tu finalement, je reviens sur ma question initiale, puisqu'on génère plus de clics, est-ce que ça sert à quelque chose d'être toujours présent sur Google? Est-ce que ça vaut toujours le coup de se battre, sachant que c'est quand même, voilà, une compétition qui est importante, qui demande des moyens, qui demande de l'engagement, qui demande du temps. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'y aller et de se retrousser les manches pour, tenter d'être visible? Oui, 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 c'est un grand oui. En fait, le site internet va permettre plein de choses et Ouais, sur Google, on peut être présent avec son site, mais on peut aussi être présent avec d'autres plateformes, donc son LinkedIn, par exemple, si on est un entrepreneur ou une marque, peut-être Instagram, TikTok, Pinterest, tous les réseaux sociaux. On peut aussi être présent via les médias d'autres personnes. Quelqu'un qui nous cite peut aussi, en fait, prendre de la place sur notre nom dans la page de résultats. Et deuxième partie de réponse, est-ce que ça vaut toujours le coup de travailler son site internet? Doublement oui, parce que le site internet, il vient servir aussi de base et de source aux IA. Et en fait, le GEO, ce qu'on appelle donc l'optimisation pour les moteurs de réponse générative, donc les IA, les LLM, comme on peut le ouais, dire plus techniquement, viennent se baser sur ce qui existe déjà sur Google et les autres moteurs de recherche. Donc quand on vient alimenter Google et ses amis Bing, DuckDuckGo, et cetera, on vient aussi alimenter les IA. Donc un GEO, c'est un SEO très bien fait sur lequel on ajoute une couche d'optimisation supplémentaire. Mais si tu OK. n'optimises pas à la base, tu ne seras présent ni sur Google, ni sur les IA. OK, alors on va revenir un petit peu plus en détail sur le GIO, mais à t'entendre pour bien comprendre, c'est que finalement, le SEO, c'est aussi déporté sur d'autres plateformes, donc on parle plus que des moteurs de recherche et notamment de Google. Bon, en France, c'est toujours, une part de marché tellement, importante que finalement on va réduire les moteurs de recherche à Google, ce qui est d'ailleurs un tort, hein, parce qu'il y a d'autres moteurs de recherche. Mais donc à t'entendre, c'est, voilà, demain je me dis: «Allez tiens, j'ai envie de me lancer sur TikTok», par exemple. J'ai tout intérêt à faire un travail de SEO sur TikTok ou sur, LinkedIn, hein, puisque tu as cité, LinkedIn, et c'est ce que tu veux nous dire? C'est ça, en fait, on pense souvent à tort en faisant un raccourci que SEO égale Google, mais SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire partout où il y a une barre de recherche. Donc ça peut être sur Amazon, sur Wikipédia, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout où tu tapes quelque chose avec ton clavier pour avoir des résultats, c'est un mécanisme de SEO et tu dois venir créer ton contenu pour répondre à l'algorithme de la Ouais. plateforme sur laquelle tu veux être présent. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Il faut être partout. Alors, oui, mais
De façon nuancée, il faut être partout là où c'est pertinent pour toi. C'est-à-dire que, si tu vends, des monte-escaliers Stana pour personnes âgées, tu as peut-être pas intérêt à aller sur Snapchat ou TikTok. Il faut surtout se poser la question de qui est ton persona et alors ça, on peut y revenir plus en détail aussi, éventuellement. Mais le persona, c'est pas, Marie Tartine, 36 ans, CSP+, on parle vraiment de qu'est-ce qu'elle vit, quelles sont ses douleurs, quels sont les problèmes qu'elle essaye de résoudre et ça n'est pas forcément les mêmes le matin à 8 heures et le soir à 19 heures. Donc on doit avoir une compréhension beaucoup plus fine de la personne à laquelle on s'adresse que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années et ça va nous permettre aussi de comprendre les différents canaux et les différents formats qu'on va devoir développer pour répondre à la personne qu'on veut toucher. OK, alors pour être très concret, je suis, un restaurateur par exemple, hein, donc j'ai mon restaurant, je vise plutôt une cible, relativement jeune, j'ai donc tout intérêt à être, aujourd'hui plus, sur TikTok, sur Instagram que quelque part que sur Google ou Google a toujours de l'importance? Alors, Google a toujours de l'importance, surtout pour un restaurant. Ce qui va être hyper important, ça va être la Google Business Profile. Ouais, Donc, c'est la fiche qui vient apparaître dans les résultats géolocalisés. ouais, Quand tu fais une recherche sur Google, tu vas avoir une carte avec 3 résultats. L'objectif, c'est d'apparaître dans ces 3 résultats-là. ouais. Et donc ça se passe en venant d'une part optimiser ta fiche Google Business Profile. Donc, c'est un service gratuit de Google, hein, il faut entre guillemets juste l'optimiser. Et puis ça vient aussi en venant, créer tout ce qu'on va, chercher à rendre explicite à Google et aux IA, c'est-à-dire un territoire de marque. Donc qui on est, ce qu'on fait, à qui on s'adresse. Tu es un restaurant, OK, mais est-ce que tu fais du bœuf bourguignon? Est-ce que tu fais de la fusion, italo, japonaise? Est-ce que tu as, des menus étudiants? Il y a plein, plein, plein de choses différentes qui vont te permettre de te différencier du restaurant qui est la porte à côté. Et ça, sur toutes tes communications, ça doit transparaître et ça doit être cohérent de partout. Donc, pour un restaurant, oui, bien sûr, ça reste hyper important d'être sur Google. Moi, je recommanderais aussi d'avoir un site internet quand même parce que ça vient asseoir la légitimité. Et il y a beaucoup de gens qui vont regarder le menu sur le site internet. Donc, tu peux être attiré par un restaurant sur Insta ou sur TikTok parce qu'ils font des super trends avec des jolies vidéos, des choses comme ça. Tu vas aller regarder les avis sur Google Business Profile ou sur TripAdvisor ou sur une plateforme d'avis tierce. Donc ça, c'est très important. Et puis, tu peux éventuellement vouloir être rassuré sur les prix, le menu, peut-être lire l'histoire du chef ou des choses comme ça. Et là, tu vas passer sur le site internet. Donc, tu vois, on a plein de points de contact différents maintenant dans le parcours d'achat. Il faut tous les soigner et il faut tous qu'ils soient très cohérents. OK, et alors est-ce que la présence sur TikTok vient renforcer sa présence sur Google et inversement ou pas? Ouais, exactement. En fait, si tout est bien cohérent, ça va te permettre de créer une entité, c'est-à-dire quelque chose qui va être, unique, qu'on peut conceptualiser, qui peut être, compris par Google et par les IA et qui va pouvoir être corrélé avec d'autres entités. Alors ça OK. peut être, par exemple, Orange. Orange, jusqu'à il y a quelques années, c'était juste un mot-clé et Google n'était pas capable de comprendre si on parlait de l'entreprise de téléphonie, de la couleur, du fruit, c'était pas, compréhensible. Là où maintenant, ils sont tout à fait capables de savoir distinguer qu'on parle de la ville ou de la couleur et nous, notre objectif, c'est de devenir compréhensible et distinguable comme ça et pour faire ça, on doit pouvoir, donner des signaux qui sont cohérents sur tous les canaux et donc effectivement, le fait d'être très présent, par exemple, sur TikTok, ça va pouvoir instaurer cette entité qui va être corrélée avec d'autres signaux sur d'autres plateformes éventuellement, mais ça va envoyer un signal fort à Google et aux IA pour dire: «Oui, oui, cette marque ou cette entité, elle est légitime et donc c'est important qu'on puisse faire monter son site internet parce qu'elle a 2 millions sur TikTok et sur internet, elle est, sur Google, elle est en page 27. Non, on va la faire remonter aussi». Donc c'est des vases qui sont communicants, même si c'est pas, des relations qui sont directes. OK, alors on a parlé du restaurateur, je suis une petite entreprise, B2B. Tu me conseillerais quoi là aujourd'hui? Bon, j'ai un site web qui, une certaine, notoriété puisqu'il existe depuis on va dire, allez 15 ans. Malgré tout, j'ai fait un petit peu de LinkedIn mais pas plus que ça. Tu me conseillerais quoi pour véritablement émerger?
Pour le business en général, moi, je vais toujours quand même recommander LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. LinkedIn est indexé aussi sur Google. C'est une source de confiance. Donc, ce Ouais, qu'on vient mettre sur LinkedIn, ça vient favoriser aussi cette fameuse entité dont on parlait précédemment. Mais malheureusement, comme souvent en SEO, il n'y a pas de recette magique. Ça dépend. Ça ouais, dépend de ta cible, ça dépend de plein de choses. Moi, je vais essayer de recommander en général 3 canaux. Un canal principal qui va être celui sur lequel tu vas mettre le plus d'énergie, celui sur lequel ta cible t'attend. Donc bah, ça peut être le site internet, ça peut être LinkedIn, ça peut être, Instagram, ça va vraiment dépendre du marché. Un second canal qui va venir en support, donc ça peut être, bah, encore une fois, tous ces canaux-là ou ça peut être éventuellement un podcast, une newsletter, voilà, il y a plein de formats différents et puis, si on a le temps, un troisième canal qui va être un petit peu, test, où on va pouvoir essayer de nouveaux formats. Éventuellement, si on fait que du texte parce qu'on a un site et un LinkedIn et ben, on va pouvoir partir sur de l'audio ou de la vidéo ou de l'image. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir, avoir un panel un petit peu, varié de portes d'entrée pour notre persona, mais encore une fois, c'est de lui que part, le choix des canaux et des médias. le choix des canaux. OK. Alors tu as pas mal cité LinkedIn, hein, bon, normal, puisque je t'interrogeais sur le B2B. Visiblement, LinkedIn influencerait les IA. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui est confirmé ou? Ouais, exactement. J'ai lu une étude, récemment qui montrait que les articles sur LinkedIn, que personne n'écrit plus, mais les articles sont une bonne source. Donc je vais faire quelques tests et puis voir si c'est intéressant effectivement de se remettre à poster des articles. Ouais, Pour ceux qui comprennent pas vraiment la différence, c'est différent des posts qu'on peut faire tous les jours. Ça ressemble vraiment à un article de blog. Et donc c'est indexé et c'est plus long, on peut mettre plusieurs images, on peut avoir des vrais paragraphes avec des titres et cetera. Donc c'est une étude qui est assez récente. Moi, j'ai pas encore eu le temps de tester de mon côté, je dois bien avouer. Mais sinon, tout ce qui est le profil LinkedIn, tout ce qui est les posts qu'on va venir, publier régulièrement, ça alimente aussi effectivement, toutes les informations qui vont venir trianguler, ce qu'on veut, donner à manger, au moteur pour, devenir, ouais, donc ça identifiable et sort, reconnaissable. quelque part de la sphère LinkedIn pour aller alimenter à la fois d'ailleurs, on voit, hein, qu'il y a des posts qui sont, référencés aussi sur Google, donc à la fois Google et les IA. Ouais, Et exactement. effectivement, on sent qu'il y a une sorte un peu de hype là de la newsletter et également de la newsletter sur LinkedIn, donc c'est très lié au contenu finalement long. Est-ce que ça serait, une sorte un peu de résurrection de ce contenu long après quelques années là de shorts, de contenus, bah, qui sont, voilà snackés, hein, quelque part et snackables alors que du contenu long, bah, il faut se donner la peine de lire et de faire un effort. C'est quelque chose que tu, ressens? Ouais, en fait, je pense que ça dépend vraiment du moment auquel on prend la personne. Je te parlais tout à l'heure de, Marie Tartine qui pouvait être, 2 personas différents au fur, de la j au fil de la journée. Imagine qu'elle veuille, refaire sa cuisine et ben, le matin, quand elle va être dans le métro, elle va pas être hyper disponible. Elle va chercher du contenu un peu snackable. Alors, elle va peut-être aller sur Insta ou sur TikTok justement pour chercher des inspirations, peut-être un peu de Pinterest, sur, le YouTube d'une entreprise qui vient, montrer ses dernières innovations et cetera et puis le week-end, quand elle va avoir du temps, alors là, elle va aller, peut-être, regarder des contenus plus longs, elle va lire des articles, elle va comparer, elle va peut-être aller interroger son IA pour savoir quel est le meilleur cuisiniste dans sa région, des choses comme ça. Donc c'est la même demande finale, c'est la même personne et pourtant on va répondre de différentes manières. D'où l'intérêt d'être présent sur plusieurs Ouais, formats pour plusieurs pouvoir canaux. capter en fait, tous ces moments de vie du persona. Donc on remarque que effectivement les contenus snackables sont, en grande explosion. On a je crois, 64 de la Gen Z qui consomme TikTok comme un moteur de recherche classique. Eux, ils ouvrent carrément plus, Google, ils Ouais, vont directement sur TikTok.
Ils veulent des expériences qui sont vécues, qui sont réelles. Ils veulent voir d'autres personnes dans l'action que eux veulent peut-être entreprendre. Ouais. Mais TikTok, c'est pas un lien de, confiance en profondeur. Ce que j'aime bien, mettre en parallèle, c'est les contenus verticaux, donc TikTok, Insta, les shorts de YouTube, qui vont te permettre de capter l'attention, mais qui ne vont pas forcément te permettre de convertir. Là où les formats horizontaux, c'est-à-dire un podcast vidéo, un format long sur YouTube, un article de blog, vont te permettre d'aller plus en profondeur et de créer un lien d'intimité avec ton lecteur ou avec ton viewer qui vont pouvoir, permettre de gagner sa confiance et c'est sur ces formats horizontaux qu'on va pouvoir convertir la vente, mais on aura attiré l'attention sur des formats verticaux, donc faut Mais être tu parti. penses qu'ils ont un avenir, ces formats courts? Parce que finalement avec l'IA, on peut en produire comme ça des centaines par jour et d'ailleurs on voit, hein, ce qui se passe en ce moment sur LinkedIn, c'est assez, bon, assez On est clair d'accord. finalement parce que, bah, oui, oui, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu un peu slop. Pour le coup, LinkedIn, on sait plus trop ce qu'ils font. Là, on a quasi plus de reach, même si on se donne la peine de créer un contenu comme on le faisait par le passé, d'écouter encore des influenceurs, dans l'après-midi, là, bah, juste, avant qu'on démarre ce podcast, les gars se plaignaient d'être enfin, ils étaient à 200-300-400 000 vues par post et aujourd'hui, ils se plaignaient d'être à 300 vues. Donc Ouais. c'est même plus une chute, quoi, c'est carrément enfin, il y a plus de vues, quoi. Donc on fait quoi de tout ça là? Je pense Parce que si qu'on c'est, est, finalement être présent sur LinkedIn uniquement pour, alimenter, des IA, c'est pas très, très intéressant, non? non, effectivement, en fait, il faut distinguer les métriques de vues qui pourraient être, la même chose avec les métriques de trafic sur le site internet, par exemple. Donc les 2 se cassent la figure. Par contre, on va avoir des choses qui sont plus qualifiées. Le trafic sur LinkedIn, par exemple, les vues et cetera, alors je suis pas spécialiste de LinkedIn, mais de ce que j'ai pu en lire par rapport à l'algorithme, les calculs sont différents et maintenant LinkedIn vient comprendre le format de notre post et le sujet de notre post et vient le diffuser à une audience qui pourrait être intéressée par ce sujet-là. Effectivement, moi, il y a de ça 3 ans, j'ai posté une infographie sur, l'anatomie, d'un article de blog qui avait fait, 150 000 vues, je crois. Je l'ai reposté il y a 3 semaines, je suis à 3 000 vues. Voilà, c'est la même chose que j'ai réactualisé en plus Ouais, avec les bonnes pratiques pour le ouais. GEO, mais sinon c'est le même format et tu vois, c'est divisé, enfin c'est catastrophique. Déjà 3 000 vues, c'est pas mal, hein, parce que là, on parle de quelques centaines de vues, donc c'est vraiment une Ouais. chute vertigineuse. Donc, on fait peut-être moins de top of the funnel là, donc des contenus vraiment découvertes et peut-être un petit peu plus de contenu, pour vendre. C'est ça l'idée aussi ou? Bah, en fait, la question, c'est de savoir quelle est la finalité de notre contenu. Parce que est-ce que l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de vues et beaucoup d'interactions ou est-ce que l'objectif, c'est d'avoir des leads? Ouais, Les 2 sont valables. Si tu veux, vendre ton trafic, si tu veux, être, heu, «connu» entre guillemets, tu vas chercher à avoir des vues, à avoir des interactions. En général, sur LinkedIn, les gens viennent quand même chercher du business et donc si tu as moins de vues, mais qu'elles sont plus qualifiées et qu'elles continuent à te générer des rendez-vous, bah, finalement, c'est pas très grave. Ça fait un petit coup à l'ego, je vais pas te mentir, ouais, mais si ton calendrier continue à se remplir, bah, c'est pas problématique. Et c'est la même chose sur le site internet, en fait. Si tu as moins de trafic sur ton site, mais que ce trafic est plus qualifié, bah, c'est pas forcément très problématique. Il faut juste réajuster les métriques de succès et regarder un petit peu quel est l'objectif final. ouais, Effectivement, sur le site internet, tu vois les visites qui arrivent de ChatGPT ou d'une IA, en général, elles sont plus qualifiées parce que la personne a tellement précisément expliqué ce qu'elle voulait que quand elle arrive sur notre site, elle a déjà fait son benchmark et sa présélection et elle est beaucoup plus chaude à acheter. Sur Google, une requête, c'est environ, 3 mots, alors que sur ChatGPT, une requête, c'est environ 8 mots et c'est en général plus de 5 échanges. Donc tu viens spécifier, ouais, préciser ta on recherche. précise,
on précise Voilà. effectivement en détail ce qu'on souhaite et si on va cliquer ou se rendre sur le site de l'éditeur, effectivement, on est quand même beaucoup plus avancé dans son parcours de décision. Allez, on va Ouais, se prêter un petit, jeu. Je vais te poser des questions, tu me dis stop ou encore. Alors, OK. publier un article de blog, un par semaine. J'ai pas le droit d'avoir de contexte parce que moi, je vais te dire: «Ça dépend» à chaque fois. Le SEO, ça dépend. Non, mais vas-y, tu réponds ce que tu veux. OK, encore alors. Mais pas uniquement pour attirer du trafic, pour qu'il soit corrélé avec un parcours d'achat. L'objectif de chaque contenu, c'est qu'il puisse faire passer le lecteur d'un point A à un point B. Ça peut être de l'acquisition, mais ça peut être aussi du brand awareness, ça peut être de la confiance, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, publier un article juste pour remplir une checklist et dire: «OK, ça c'est fait», ça n'a pas de sens. Publier un article qui correspond à une vraie logique, oui, une fois par semaine, bien sûr. OK. Avoir un et c'est suffisant? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ton concurrent, en fait. Si tu es, éleveur, d'ours au milieu du Larzac, une fois par semaine, tu es le roi du pétrole. Si tu es, conseiller en assurance, ça va être un peu compliqué parce que c'est un Ouais, milieu un peu plus, requin. ouais, Donc concurrentiel. voilà, en SEO, on se bat contre les autres, pas contre soi-même. Donc il faut regarder ce que font les autres et faire mieux. OK. Avoir un compte sur tous les réseaux sociaux. On ne peut pas être bon partout. Il faut savoir, choisir ses batailles. Et je pense que le le format, de 3 réseaux dont je parlais tout à l'heure, il est pas mal parce que ça permet de pas se disperser, de pouvoir réutiliser son contenu, pilier, donc qui peut être un gros contenu sur lequel on a passé du temps, on a fait des recherches, on a poussé la réflexion et puis de le faire, ruisseler sur des formats plus courts, par exemple. Ça permet d'être présent sur plusieurs canaux sans s'épuiser, mais par contre, partout, sans stratégie, évidemment, non. OK. Écrire pour Google plutôt que pour ses clients. Jamais! Stop! L'objectif final de Google, c'est que les usagers soient contents. Donc nous, on doit penser à l'usager et Google en découlera. Si on peut écrire pour Google et monter dans les résultats de recherche, mais c'est des stratégies qui sont court-termistes, et c'est pas ce que moi je vais recommander quand on veut créer une marque et qu'on veut avoir une présence qui va être durable. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut générer du clic, mais finalement aucun engagement et donc à un moment donné, on s'épuise pour rien. Oui, c'est ça et puis, en fait, le site va forcément être stripé par Google à un moment donné, qui va repérer les mauvaises pratiques et cetera. Donc on peut Ouais, arriver dans les bons résultats pendant quelques semaines et éventuellement quelques mois, mais c'est pas du tout quelque chose qui est ouais. durable et donc c'est pour des stratégies qui sont très différentes. OK. Construire une marque personnelle quand on est à son propre compte. Bien sûr, oui, 1000 fois. C'est hyper important. Sinon on se bat sur le prix, alors qu'on doit se battre sur notre marque personnelle, justement, qui on est, ce qu'on fait, quelles sont nos spécificités. Alors, mais si je suis timide, là, que j'ai pas envie de me montrer, sur TikTok, sur, Instagram, sur, LinkedIn, je fais comment? On n'est pas du tout obligé de se montrer. On peut faire une marque, ce qu'on appelle faceless, donc c'est-à-dire, Ouais, sans montrer son visage. Il y en a beaucoup, hein. Mais ce qu'on doit faire, c'est avoir un territoire éditorial qui va être précis, expliquer, bah, vraiment quelles sont nos spécificités et comment est-ce qu'on se distingue si on est graphiste d'un autre graphiste. C'est ça la marque personnelle, c'est pas de faire des selfies, toute la journée. OK, top. Utiliser ChatGPT pour écrire ses articles de blog. C'est difficile de répondre juste en une fois. Oui, mais en y injectant beaucoup d'humain. ChatGPT ou n'importe quelle IA est un super assistant qui va permettre de challenger le plan par rapport à ce que font les concurrents, qui va permettre de, mettre le doigt sur, une donnée qui serait manquante, qui va pouvoir reformuler quelque chose qui était trop long, par exemple, qui va nous aider à, mettre les bons titres, à avoir des idées de médias qu'on pourrait ajouter sur le texte. Par contre, écrire un prompt: «Rédige-moi un article de 1 500 mots sur les meilleures pelouses à planter au mois de juin», ça va forcément être absolument horrible. Donc utiliser ChatGPT comme un assistant, un sparring partner de rédaction, oui, bien sûr. Lui déléguer toute la rédaction, absolument pas. OK, donc on s'en sert, mais en conservant le contrôle et en réinjectant, corrigeant et on y met nos tripes, c'est super, super important. En fait, Regardez on les part du statistiques. principe que, si
ce qu'on va publier peut être généré par une IA, ça n'a aucune valeur, par une IA telle quelle. Ouais, Parce que la barrière à l'entrée n'est plus dans la création de contenu. ouais, Tout le monde peut le faire en 2 ouais, clics. La barrière à l'entrée, elle est dans ce qu'on va y rajouter. Une ouais. expérience vécue, une authenticité, quelque chose d'humain. C'est ce qu'on appelle l'EEAT. Ouais. Donc c'est des signaux de confiance. S'il y en a aucun sur ton article, eh ben, en fait, tu as perdu, même si c'était 2 secondes, ton article n'a absolument aucune valeur ajoutée par rapport aux 1092 autres qui vont être générés exactement de la même manière partout dans le monde. Allez, dernière question, regardez les statistiques de son, site web chaque, semaine. Ouais, bien sûr, même si tu as un gros site internet, tu peux le faire tous les jours, hein. Les Ouais. e-commerce, tous les matins, il y a un reporting qui est fait pour voir sur quels mots-clés, ça a bougé et cetera. Si tu es un tout petit site, tu risques de pas voir beaucoup d'évolution, mais en tout cas, c'est important de regarder les datas parce que, on dit souvent qu'on ne peut, améliorer que ce qui est mesuré. Et en plus avec les IA, ça devient un jeu d'enfant d'arriver à manipuler ces datas et les analyser, donc c'est super. Alors, quand quelqu'un n'a jamais fait de SEO et qu'il a, allez, on va dire, 3 heures par semaine, peu importe, il commence par quoi? Il fait quoi? Bah, la première base, c'est la technique. Parce que si tu n'as pas une technique qui tient la route, bah, tu vas pouvoir faire le plus beau des châteaux derrière. Il va être sur des sables mouvants et il va rien se passer. Donc la première chose à faire, c'est de regarder que ton site est bien indexé. Donc c'est-à-dire qu'il est bien dans les moteurs enfin dans les index de Google, que Google Ouais, est capable par la suite de le mettre en avant dans ses résultats. Donc pour ça, tu peux taper par exemple site 2 points et ensuite l'adresse de ton site internet dans la barre de Google et ça va te ressortir les pages qui sont possiblement candidates pour être présentes en haut des résultats de Google. OK. Si tu n'as rien, allô Houston, on a un énorme problème. Il y a probablement un réglage qui n'a pas été bien fait sur ton site internet. Alors peut-être que c'est juste d'avoir décoché la case indexée par les moteurs de recherche. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc ça, c'est vraiment la première étape, s'assurer que ton site est tech pour accueillir des visiteurs. Donc il peut être crawlé par Google et par les différentes IA, qu'il est, relativement bien construit, qu'il peut être assez rapide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Core Web Vitals, c'est différentes, données qui viennent mesurer, en fait, la vitesse de chargement, d'un site internet et un site qui prend 1 seconde à charger convertit 5 fois moins qu'un site qui en met 10. Donc c'est des vraies, informations, sur lesquelles on doit se baser, hein. Les gens n'attendent pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avant de se mettre à publier, à aller, faire une stratégie de contenu. Commence par poser les fondations techniques. Pas le plus rigolo, mais c'est important. Et là, quand on n'est pas technique, on fait appel, à Nelly? Ou Bah, on lit son alors la bouquin? technique, c'est On fait pas comment? dans le livre, effectivement, il y a, les bases, techniques de vraiment ce qu'il faut avoir mis en place. Ouais. Voilà, dans le livre, il y a quelques critères effectivement qui sont indispensables à venir checker. C'est pas sorcier, il y a pas besoin d'être un développeur, mais effectivement, il y a quelques étapes à suivre. Installer la Google Search Console, par exemple, c'est gratuit. C'est, le tableau de bord de notre site internet et quand je reprends des dossiers de sites qui existent depuis des années et qui n'ont pas de Google Search Console, je pleure un petit peu, Ah en oui. silence. Mais ça arrive très souvent, très, très souvent. Donc c'est important, c'est gratuit, ça se fait en quelques clics et c'est ce qui va permettre de monitorer tout ce qui se passe sur le site. Les vues, les problèmes techniques, les pages qui fonctionnent bien et cetera. Donc ça, faut vraiment pas, faire Donc l'impasse ça, dessus. c'est la base, quoi. On branche son Google Search Console et puis, on commence à analyser les datas. Alors donc, Exactement. une technique irréprochable, c'est les fondations. On va pouvoir construire, sur ces fondations et on construit quoi justement? Contenu, Heu j'imagine? Exactement. Alors, en partant du principe qu'on s'est posé la question justement de qui on était, à qui on s'adé à sr à qui À qui on on s s'adressait, quelle était notre unicité, parce que c'est de là que ça va partir, hein, et quel est notre persona. Une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir venir effectivement créer du contenu. Donc, s'il y a, 3 pages sur lesquelles il faut absolument passer le plus de temps, ça va être la page d'accueil, qu'il faut qu'ils soient bien accueillis, qu'ils comprennent tout de suite bah, où est-ce qu'ils ont atterri? Est-ce que c'est fait pour eux? Quelle est la suite de leur parcours sur ce site internet? Et puis s'il y a une troisième page à optimiser, ça va être la page service. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelles conditions? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Et cetera.
ces 3 pages-là sont, vraiment la base et puis ensuite on va venir effectivement créer du contenu. Alors l'idée, c'est pas de devenir un média, mais c'est de créer du contenu qui va répondre aux attentes de, l'internaute qu'on veut toucher. Donc là, on va, partir des préoccupations qu'il va avoir. Si on a déjà des clients ou si on a un SAV ou si on peut faire passer des questionnaires à nos prospects, c'est génial parce que ça va nous permettre d'avoir plein de matière sur la façon dont ils, communiquent, la façon dont ils parlent de notre produit ou de notre service ou du problème qu'on essaye de résoudre. Et puis, bah, en fait, on va venir, voilà, créer du contenu pour devenir la référence en termes de réponse quand quelqu'un qui a besoin de nous pose une question. OK. Alors on parle aussi beaucoup de d'intention de recherche. C'est quoi cette intention? Alors, l'intention de recherche, c'est ce que s'attend à trouver l'internaute après avoir tapé quelque chose. Donc, c'est un petit peu différent du mot-clé dont on a parlé pendant longtemps, Ouais, mais, par exemple, si tu veux, taper, «maigrir avant l'été» ou «perdre 5 kilos avant l'été», bah, en général, ça va amener le même type de réponse, alors que pourtant les mots-clés sont différents. Les mots que tu tapes sont différents, mais ce que ça signifie, c'est similaire. Donc l'intention de recherche, c'est vraiment la réponse attendue à l'internaute, par l'internaute. OK. Donc si c'est par exemple une intention qui est plutôt portée sur, j'ai besoin de pédagogie et que, moi qui veux me référencer, je vais faire quelque chose de très commercial, je matche pas avec l'intention et donc a priori, je vais pas être bien référencé. C'est ça? Ouais, Alors que exactement, c'est ça. inversement, si on voit que c'est plutôt des contenus qui sont, commerciaux qui trustent les premières places, j'ai tout intérêt à faire un contenu qui va répondre à une problématique de d'achat. Ouais, c'est ça. Comprendre l'intention de recherche, on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a Ouais, juste besoin de faire mieux. On va taper, l'intention, donc la requête et on va regarder ce qui arrive sur Google. Est-ce que c'est des articles de blog? Est-ce que c'est des fiches produits? Est-ce que c'est des ouais, comparatifs? Google nous donne énormément d'informations sur ce qui est attendu et nous, bah, on doit se calquer sur ce format de sortie. Si ce qui est attendu, c'est un guide comparatif, on va pas s'amuser à aller faire une fiche produit, ça va pas fonctionner. On doit faire un guide comparatif aussi, mais avec notre propre point de vue et en apportant des choses qui sont complémentaires ou supplémentaires ou meilleures par rapport à ce qui existe déjà. ouais, donc une bonne, pratique, hein, c'est d'aller finalement étudier la concurrence en termes de SEO, hein. C'est par rapport à ma requête, mon mot-clé, qui est positionné, comment ils sont positionnés, qu'est-ce qui, finalement, quels sont les facteurs, hein, qui leur permettent d'être dans les bonnes places et puis les copier sans les copier et puis on essaie d'en rajouter, de rajouter nos propres recettes? Ouais, c'est ça, exactement. On va voir ce qui fonctionne chez les autres. Quand c'est, par exemple, un guide ou un article, on va avoir régulièrement quand même le même, type de paragraphes qui vont se retrouver d'un concurrent à l'autre. Si, c'est un guide explicatif sur comment faire, pousser des tomates et ben, on va avoir probablement le type de terre, l'ensoleillement, la période de l'année à laquelle il faut, planter les tomates. Ça va être des choses qu'on va obligatoirement devoir nous aussi adressé dans notre article. Par contre, bah, si on revend des tomates, des graines de tomates ancestrales, trouvables nulle part ailleurs, on va pouvoir rajouter ça et expliquer pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ces graines de tomates et cetera. L'idée, c'est toujours de s'appuyer sur la base qui est, obligatoire par rapport à la réponse attendue, mais de venir le faire avec notre voix, notre angle, notre perception de la situation pour ne pas faire un copier-coller de ce que ferait le Ouais. concurrent. Si c'est seulement un copier-coller, ça n'a pas de valeur ajoutée parce que l'IA peut le faire très, très bien. Donc il faut rajouter, injecter notre ADN, s'inspirer, mais pas aller, non plus faire du copier-coller quoi, tout simplement. C'est ça. Donc troisième pilier, c'est quoi? Ça serait l'autorité, la notoriété? Ouais, exactement, c'est ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur du site internet. En fait, c'est comment est-ce que les autres parlent de nous. Parce que si on est le seul à dire: «Ouh, je suis formidable, je suis génial, je suis le meilleur», ça sent quand même un peu l'embrouille. Ouais, Donc l'idée, c'est que d'autres sites, d'autres marques, d'autres créateurs parlent de nous, de notre produit, idéalement en bien. Heu, et donc ça se fait notamment, via des backlinks, donc c'est des liens que font un site A vers un site B.
ça compte un petit peu comme un vote de confiance. Donc ça, il y a plein de manières d'en obtenir. Ça peut être en créant du contenu qui est tellement bien que les autres vont vouloir faire un lien pour le rediffuser à leur propre communauté. On peut faire des campagnes de relations Alors, presse. c'est juste, moi, ça m'intéresse. Bon, je blogue pas mal donc sur le marketing digital, il y a, le content marketing. Comment je pourrais aller acheter des backlinks à l'extérieur? Sur quel type de plateforme? Comment ça se passe? Alors, ça va dépendre du type de backlink et du budget que tu veux y mettre. Il y a des Ouais, des plateformes qui sont généralistes, et qui sont de très bonne qualité, comme par exemple, Rocket Links. Si tu as un plus petit budget, tu peux aller chez eReferrer, qui ont, des liens aussi de qualité, mais qui vont être en général à moins de 100 €. Quand je parle d'achat éthique, c'est-à-dire que il faut que ce soit un lien que, bah, dont tu es fier, on va dire, donc ouais. un lien qui reste, sur un site de qualité, qui est dans ton territoire éditorial. C'est-à-dire que, si tu vends effectivement des graines de tomates, tu vas peut-être pas aller te référencer, chez Noroto, qui fait, des changements d'huile. Ça a pas grand intérêt. Hem, L'idée, voilà, c'est Donc de il faut que ça regarder. soit des sites qui soient quand même proches, sémantiquement parlant, sinon ça a pas de sens, ça a pas de valeur, quoi. Exactement, c'est ça, OK. et puis on va aller regarder plein de critères. Est-ce que le site a du trafic? Est-ce qu'il a, des bons, indicateurs de fiabilité? Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques ici, c'est pas le sujet, mais globalement, ce qu'on va essayer d'obtenir pour notre site à nous, c'est-à-dire d'être une référence, d'être reconnu comme fiable, bah, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher aussi sur un site qui va accueillir un backlink qui parle de nous. OK, et est-ce qu'une, vidéo TikTok, hein, compte pour un backlink? Un petit jeune, un influenceur par exemple qui parlerait, d'un de mes contenus, ça compte comme un backlink? Comment c'est interprété, hein, par Non. Google, par les IA? Pas exactement. En fait, les réseaux sociaux ne fonctionnent pas exactement comme des backlinks. Par contre, ça reste des indicateurs qui sont indirects, mais qui sont tout à fait pertinents. Par exemple, si tu vas avoir une campagne, qui devient virale sur TikTok ou sur Instagram, ça va avoir une incidence sur ton site internet et sur ton SEO. Hem, on l'a remarqué, plein de fois, hein, des campagnes qui deviennent virales, et quand on fait le suivi des mots-clés qui sont positionnés, des backlinks qui sont obtenus naturellement suite à cette campagne, et bah, ça, on le voit directement, on peut le corréler, et c'est des choses qui vont rester dans le temps et qui sont, bah, pour le coup du vrai SEO dur comme on le fait depuis des années. Donc c'est un peu des effets indirects, c'est pas directement la vidéo qui va créer un backlink, mais bon, c'est tout le buzz qui va être créé autour qui fait que, bah, j'obtiens des liens entrants, des visites et de l'engagement. Ouais, c'est ça, et c'est très pertinent parce qu'en fait, ça va créer ce qu'on appelle donc du brand awareness. Donc, c'est le fait que la marque soit connue, ce Ouais, qui va, par effet de ricochet, faire plus de recherches de marque. Donc, les gens vont taper le nom de ta marque, mais quelque chose qui inclut le nom de ta marque. C'est par exemple, vélo électrique Décathlon, et ouais, cetera. Et ça, c'est des signaux qui sont super importants pour Google, parce que si les gens connaissent déjà ta marque avant qu'on lui ait mis sous les yeux, ça veut ouais. dire que c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc le fait que les gens connaissent le nom de ta marque, c'est un super signal, c'est quelque chose qu'on doit vraiment Donc là, encourager. on parle vraiment de notoriété au sens, Ouais, pur strict du terme. OK. Alors les on va cosmétiques revenir sont sur meilleurs aussi. Ouais, on va revenir sur le terme de EEAT, parce que j'imagine, enfin, j'entrevois là quelque chose un peu d'important là dans ce triptyque, donc technique, contenu, notoriété. Alors c'est quoi ce EEAT? Alors ça veut dire expertise, expérience, autorité et trustworthiness, donc confiance, Confiance, ouais. fiabilité. C'est un ensemble de critères que Google va venir, évaluer pour s'assurer qu'un site ou un contenu est digne de confiance et qu'il peut le mettre, sous les yeux d'un internaute. Donc ça regroupe énormément de choses, mais notamment le fait que tu sais de quoi tu parles, tu as vécu ce que tu dis que tu as expérimenté, tu es reconnu comme un expert dans ce domaine, sur ce sujet-là. Tu as éventuellement fait des études ou publié des articles sur ce sujet-là. Et puis tu as, plein de signaux de confiance, donc d'autres personnes parlent de toi, et cetera. Donc c'est plein, plein, plein de signaux, mais globalement, l'idée, c'est de venir valider que, ben, on n'est pas quelqu'un, qui, du jour au lendemain s'est inventé astrologue alors que, il n'avait pas conscience de ce qu'était la lune 2 jours avant.
OK, donc c'est un peu une arme, anti-slop ce EEAT? C'est pour ça qu'on doit venir intégrer, de l'humain et de qui on est dans tous nos contenus, pour éviter que ce soit des contenus qui soient, plats, sans relief et qui soient, potentiellement reproductibles très facilement par l'IA. L'idée, c'est que on va venir chercher de l'expérience vécue, de la confiance dans les contenus. Alors, tu avais parlé tout à l'heure de GIO, hein, donc Generative Engine Optimization, donc l'art finalement ou le SEO, le pendant du SEO, le parallèle du SEO pour donc les IA. J'imagine que ce fameux EEAT a une incidence là aussi très très forte pour des ChatGPT, des Perplexity et autres. Ouais, exactement. Donc, les signaux qui sont évalués sont un tout petit peu différents, mais la logique est exactement la même. L'idée, c'est de pouvoir être, reconnu comme source de confiance, pour être cité par les IA. OK, et alors le fait d'être, bien positionné, on va dire dans le top 3 de Google, est-ce que c'est un critère qui va être, positif pour les IA? Alors, c'est bien évidemment pas négatif, mais c'est pas obligatoire pour être positionné dans les IA. En fait, les IA ne vont pas forcément chercher le meilleur contenu, ils vont chercher la source la plus fiable et la plus précise. Et donc ça, c'est une super nouvelle pour, les, solopreneurs, les freelances et cetera, parce que s'ils ont un territoire qui est très précis, très identifié, eh bien, ils vont avoir plus de chances de se positionner dans les IA parce que l'IA aura compris à quel point ça répond précisément à la requête que vient de faire l'internaute. Et il y a OK. d'ailleurs un certain nombre de sources qui sont dans les IA qui ne sont pas dans le top 10 de Google. Donc ne pas être dans le top 10 de Google, ça n'est pas discriminatoire, pour Pour apparaître dans les les IA. Même si évidemment, ouais. on préfère avoir les 2, mais ce qui est mis en avant et valorisé par les IA, c'est quelque chose qui va être cohérent sur plusieurs canaux et très précis, très spécifique. Ouais, donc on a tout intérêt à travailler sa niche et notamment quand on est, solopreneur ou une toute petite structure, il faut vraiment se positionner sur quelque chose de très précis pour pouvoir remonter sur les requêtes. Ouais, exactement. Si tu es graphiste sans aucune spécificité, tu ne ressortiras jamais Ouais, sur tu les IA. Par foutu. contre, si tu es, graphiste, d'affiches de films, yougoslaves, là, tu es au top. Très bien, et là aussi, j'imagine, il faut faire du contenu pour être, présent dans les IA, c'est un peu les mêmes techniques que le SEO. Il faut faire du contenu, on vient pousser les curseurs de ce qu'on recommandait en SEO depuis des années, c'est-à-dire d'avoir un contenu qui est lisible, qui est compréhensible, qui va droit au but, où on va pas essayer de faire des pavés juste pour quelque chose qui pourrait tenir en une phrase. On va essayer de créer du contenu qui est facilement extractible, c'est-à-dire en rajoutant par exemple des listes à puces, des définitions, des tableaux, des sources avec des chiffres. Des choses comme ça sont vraiment adorées par les IA parce qu'elles n'ont pas besoin de faire l'effort de reformuler, si tu veux, OK. et c'est facilement compréhensible. Donc tout ce qui va être le plus facilement compréhensible, alors sans devenir, simpliste, hein, mais hem, simplifier la compréhension pour les humains, pour les moteurs, pour les IA. C'est des choses qui fonctionnent, très, très bien. Mettre, voilà, des chiffres, des données qui sont récentes, des choses qui sont, factuelles, qui sont précises, qui sont nommées. Comment tu mesures ta présence sur les IA? Parce que finalement, bah, tu vois, là, j'ai donc cherché, quel pouvait être le meilleur CRM pour mon client, donc petite structure en B2B. Malgré tout, bah, il y a pas de lien, j'ai pas cliqué, donc c'est pour l'instant plus de la notoriété qu'autre chose. Peut-être que, bah, je vais en parler à mon client, pour le coup, mon client ira peut-être sur, probablement sur les sites des acteurs que je lui aurais, présentés, proposés. Comment on mesure tout ça? Alors il y a des outils qui sont en train d'émerger, qui sont spécialisés là-dedans, donc qui viennent te donner, la part de voix, par exemple, donc le nombre de fois que, ton site apparaît par rapport aux concurrents, les types de prompts sur lesquels ton site, sert de source et cetera. L'objectif, c'est de ne pas, donner à manger aux IA, gratuitement sans en, récupérer les fruits. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être
mémorable possible, pour que les IA soient, entre guillemets, «obligées» de te citer comme source et non pas comme une source parmi 10 sans Ouais, mettre ton lien. Donc en ayant, encore une fois, un territoire de marque, une façon de parler, des problèmes que tu résous de façon très précise, bah, ça va te donner, entre guillemets, «plus envie» aux IA de te citer, de mettre un lien vers toi. Ça, on le maîtrise pas, forcément, mais en tout cas, même si c'est pas un lien vers toi, c'est, d'avoir, ben, la possibilité d'être cité et donc ça passe sur ton site internet, mais ça passe aussi en étant présent sur plein de plateformes différentes pour pouvoir alimenter cette fameuse, triangulation qui fait que ouais. l'IA vient piocher dans plein de sources différentes. Ouais, c'est assez rigolo parce que finalement, c'est que une forme de résurgence de la notoriété qui avait complètement disparu avec le web, hein. Alors moi, j'ai connu la période avant le web et effectivement, bah, les entreprises cherchaient à créer de la notoriété. Alors qu'avec le web, ce qu'on cherchait, c'était créer du clic, donc les clients d'ailleurs qui venaient, et me disaient: «Ah bah tiens, j'aimerais bien faire de la notoriété sur le web». Je leur disais: «Mais non, vous arrêtez pas de la notoriété, allez beaucoup plus loin parce que de toutes les manières, s'il y a quelqu'un qui clique, forcément votre notoriété, bah, va être engagée et va croître». Et aujourd'hui, on retrouve quelque part ce besoin de notoriété parce qu'on a beaucoup plus de mal à mesurer le clic et il faut créer cette noto, bah, par contre, hein, sur des nouveaux canaux qui sont donc les TikTok, les IA et autres. En C'est fait, il ça, faut hein? vraiment sortir du site et tu vois, le fait de faire un podcast avec toi aujourd'hui, le fait de faire le livre, eh ben, Ouais, je fais du SEO quand je fais ça parce que je vais être reconnue d'autant plus comme une source d'autorité dans mon domaine parce que, bah, voilà, de publier un livre, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours donc ça prouve que je connais mon sujet, que je l'ai travaillé et cetera. Ça me donne des backlinks et si ce n'est pas des backlinks, ça me donne des mentions. Les ouais. mentions, c'est le fait que mon nom de marque, c'est-à-dire moi en l'occurrence, soit cité un petit peu partout, même s'il y a pas de lien. Ça compte aussi et notamment pour les IA qui ne vont pas cliquer sur les liens, mais qui vont venir, ben, extraire tous les endroits où le nom de marque OK. est mentionné. Alors si je demande à l'IA quels sont les meilleurs, bouquins actuellement sur le SEO, tu remontes en premier. Bah, il est récent et il y a pas beaucoup de SEO qui ont été faits dessus, mais en tout cas, l'idée, finale est ça et c'est aussi de venir alimenter mon EEAT en montrant que je comprends mon sujet et le Ouais, fait de participer à ce podcast avec toi aujourd'hui, ouais, c'est une autre manière de venir alimenter le EEAT parce que voilà, le podcast va être publié, moi je vais faire un article, bah, du côté, Vuber aussi, en plus du plaisir d'enregistrer de podcast et de transmettre, ce qui moi me fait vibrer toute la journée, et ben, ça participe à ma notoriété et pourtant on n'est pas du tout en train de travailler sur mon site internet. OK. Allez, ça serait quoi si on devait retenir un conseil extrait de ce bouquin-là que tu souhaiterais nous délivrer là aujourd'hui, ça serait quoi? Brander, c'est-à-dire créer une marque, même si c'est une marque personnelle, Ouais, créer quelque chose qui est reconnaissable, qui est mémorable et que vous allez diffuser partout. Là, tu vois, entre tes mains, il y a, les couleurs. ouais. Juste derrière moi ici, j'ai le logo, j'ai un t-shirt qui est brandé. C'est pas parce que j'ai pas fait ma lessive, quoi. C'est vraiment pour infuser, ma marque partout et pour que même si les gens sont pas forcément intéressés maintenant à comprendre ce que c'est Next Gen SEO, bah, peut-être que quand ils vont entendre parler de ça ou qu'ils vont revoir le logo, il y a quelque chose qui va se faire dans leur tête en se disant: J'ai déjà vu ça quelque part». C'est l'effet, Olivier de Carglass où, si je vais bien, c'est je vais tu vois? C'est des trucs, on te le fout dans la tête toute la journée, bah, finalement tu t'en souviens. C'est ça Ouais, l'objectif. d'ailleurs, tu as un petit, c'est pas un dromadaire là? On te voit souvent avec c'est un dromadaire, hein, c'est ça, C'est sur un LinkedIn? dromadaire, exactement, Ouais, ouais. ouais, et pourquoi? Parce que justement, pour le branding, c'était plus facile pour moi d'incarner, mes propos avec une mascotte parce que, ben, du coup, c'est un gimmick visuel qu'on Ouais, retrouve ouais, partout. Le dromadaire, eh bah, il est sympa, il permet, décrypter le SEO comme, il s'appelle Champollion. Alors comme Champollion a décrypté, tu vois, la pierre de Rosette, il fait sortir les sites internet du désert, d'où les petites vagues que tu vois, un petit peu partout. Et puis initialement, je viens de la Drôme et ma grand-mère qui elle est iséroise, nous appelle, les dromadaires. OK, bah, très bien. Bon, j'imagine qu'on le trouve dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Amazon? Exactement, en ligne et en boutique. OK, et sinon, on te trouve où? Sur LinkedIn?
Sur LinkedIn principalement, un petit peu sur Insta, mais principalement sur LinkedIn, ouais. J'ai Ok, aussi une bon, ben newsletter. super. Merci beaucoup, Nelly. Merci à toi, c'était un plaisir. Top, à bientôt. Salut! Ciao. Cette conversation n'est qu'un aperçu. Pour approfondir toutes les stratégies et les idées de notre invité, la suite se trouve dans les pages de son livre, édité par Vuibert, et disponible dans toutes les bonnes librairies. Retrouvez chaque mois un nouvel auteur et une nouvelle vision du business en vous abonnant à ce podcast. Le Réveil Business est votre podcast et il grandit grâce à vous. Si cet épisode vous a été utile, soutenez-nous en laissant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aidera le plus à faire connaître le podcast. Allez, merci et à bientôt.